Investir dans les mines en RDC, minéraux stratégiques, développement durable, enjeux, défis et opportunités. En direct de la grande conférence minière PIDAC, lundi 3 mars de 19h à 21h. Déjeuner d'affaires, Caribou Invest in DRC. En direct sur Top Congo avec la société MD Service du DG Didi Moudogo. Avec Ivano Hemins, avec la RSP, avec le CAMI, avec la CSS, avec la mairesse de Toronto, sous le haut patronage de l'ambassadeur de la RDC au Canada. Lundi 3 mars de 19h à 21h, on parle mine, en direct sur votre radio. Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Monsieur Marc Christian, cher parent de cet événement et mentor et pilier de MD Service, chers précieux partenaires de MD Service et distingués invités, et chers membres de la communauté de la RD Congo au Canada et d'ailleurs, il est des lieux qui portent en eux la mémoire des époques qu'ils ont traversées. Hier, cette salle résonnait au rythme de l'Alcatron, où la reine d'Angleterre observait depuis son balcon, là au-dessus, la danse qui s'est déroulée en contrebas ici où nous sommes. Aujourd'hui, c'est ici où nous réunissons, non pas pour admirer de loin, mais pour être au cœur du vivant, au centre des échanges qui façonnent l'avenir. Nous sommes ici pour une danse plus stratégique, celle du futur de minéraux essentiels à notre monde, celle de décisions qui marquent notre époque, celle de visions qui guideront l'avenir des générations à venir. C'est le plus rassemble spectacle que l'on contemple. Je vois rien. C'est une scène où chacun a son engagement et sa présence devient acteur de changement. Envoie-moi le lien YouTube. Comme le dit l'auteur Antoine de Saint. Oui, mais envoie-moi ça. La gestion des ressources minières ne pourra être dissociée de notre responsabilité envers les générations futures. C'est avec cet esprit que la société MD Service, sous le haut patronage de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, nous convie aujourd'hui à ces moments de change et de réflexion. Je suis Dorcas Josepha Daniels, votre maîtresse de cérémonie. Originaire de la République démocratique du Congo, un pays qui détient près de 70% de minéraux stratégiques mondiaux, je suis fier de faire partie de cette initiative qui vise à mettre en lumière le défi et les opportunités liées à cette richesse inestimable. Aujourd'hui, grâce à la vision de MD Service et son directeur général, M. Didi Moudogo, nous avons l'opportunité de construire un pont entre le secteur minier congolais et les investisseurs du monde entier. Plus qu'un acteur, MD Service est un bâtisseur, un catalyseur de croissance, plaçant l'humain au cœur de la mission. Mais surtout souligner l'importance de l'innovation, de la collaboration et du partage de nos richesses au travers d'investissements durables et respectueux des facteurs environnementaux. Car, nous le savons, l'exploitation des ressources naturelles aujourd'hui ne peut plus être envisagée sans une approche responsable qui préserve les écosystèmes, garantit un avenir viable aux générations futures. Il est impératif que nous adoptions des modèles économiques intégrant à la fois rentabilité, respect des communautés locales et la préservation de notre planète. Cependant, avant d'aller plus loin dans notre programme, permettez-moi de marquer un moment de recueillement. La République démocratique du Congo est un pays béni par la nature, mais qui souffre encore des affres d'instabilité à l'Est.
où des milliers de nos frères et sœurs continuent de subir les conséquences d'un conflit persistant. Pour cela, nous vous prions de vous mettre debout pendant 1 minute. Nous allons partager cet défi que rencontrent nos frères. Je vous remercie pour ce moment de recueillement et pour votre solidarité avec le peuple congolais. Voici comment se déroulera cette journée riche en échanges et en perspectives. Nous aurons les mots de circonstance du directeur général de MDD Service, M. Didi Modogo, et nous aurons, pendant qu'il sera en train de parler, le lunch, et il y aura l'intervention de notre invité d'honneur, le parrain de cet événement, M. Marc, président et directeur général de Barrique, et nous aurons 2 panels de 50 et 40 minutes, au cours desquels il y aura 2 échanges qui seront animés par 2 grands animateurs, notre confrère M. Lucia Kweno, qui est un journaliste de renom, qui est le directeur général de Top Congo, également avec une professionnelle de l'écosystème entrepreneurial, aussi conférencière, Mme Nana Ngobila. Et enfin, nous aurons la clôture et le réseautage. C'est dans cet esprit que j'invite à présent sur scène M. Didi Modogo, fondateur et propriétaire de MD Service, entrepreneur, visionnaire, qui incarne cet esprit de transmission d'héritage, est-ce qu'on peut l'applaudir? Un homme dont la réussite est aussi celle de toute la communauté et qui aujourd'hui ouvre la voie à une nouvelle génération de leaders. Merci Dorcas. Merci surtout pour votre présence, Monsieur l'ambassadeur, pour les investisseurs qui sont ici. Merci beaucoup. Nous sentons maintenant que la RDC est maintenant debout. Pour y arriver, c'était comme une petite aventure. C'était en 2019, après au moins 3 participations à PIDAC, qu'on a constaté qu'il n'y avait pas un cadre où la RDC est réunie. On a vu beaucoup de petits pays se réunir, parler des opportunités d'affaires. Mais quand on a vu des pays qui n'ont pas même la taille de la RDC, alors on s'est réfléchi à notre ami. Il y a Jean-Jacques Ayembe, que je remercie beaucoup, il était parmi les participants. Jean-Jacques était là pour la première fois. Il y a même Dorcas qui était là-bas. Il y a Moubenga, il y a Santos, quelques amis. On a essayé un peu de parler, de voir qu'est-ce que nous, les Congolais, nous pouvons faire pour avoir un cadre où on peut parler des opportunités d'affaires en RDC. Nous sommes un pays béni, avec beaucoup de richesses, que nous-mêmes nous devons vendre. Puisque, d'abord, parce que nous sommes d'abord des ambassadeurs de notre pays. Moi, je viens ici dans le ministère pour chercher des opportunités d'affaires dans le cadre des ressources humaines, mais aussi on s'est dit quand même il y a un cadre, on est vide. On ne sent pas vraiment la RDC. Et c'était comme ça, et c'était en 2019, et c'était comme ça en 2020. Il y a M. Maboussé qui nous a parlé, qui a dit, M. Didi, vous êtes notre partenaire, vous avez un grand pays et vous devrez venir pour appeler des gens, parler de la RDC, parler des opportunités, de la richesse qui regorge la RDC. Et la première édition, c'était en 2020. Marc Bissot, merci beaucoup. Et c'était aussi sous l'initiative de M. Mabolia, qui est présent ici. M. Mabolia, merci beaucoup. Et à l'époque, M. Mabolia, qui est devenu aujourd'hui le directeur de Camille, qui était le modérateur de la cérémonie. Marc Bissot a dit que non, moi je serai là pour parler de mon expérience de la RDC, de mon investissement à la RDC. Et c'était le départ. L'idée, c'était comment vous rassembler maintenant ici, vous êtes présents, pour qu'on puisse parler des opportunités à la RDC. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. La première édition, c'était en 2020. La deuxième édition, c'était en 2023. Et aujourd'hui, c'est la 3e édition.
Merci beaucoup pour tous nos partenaires qui nous ont soutenus, surtout avec comme les parents de cette cérémonie, puisqu'il a dit que vous êtes bénis et puis vous devrez faire quelque chose pour votre pays. Vous êtes des Congolais, vous devrez rassembler un grand nombre de partenaires pour ce pays. Marc, merci beaucoup. Mais surtout pour ce que vous faites encore pour notre pays. Vous avez eu l'initiative de faire des tours du pays en moto pour essayer un peu de donner des cadeaux partout où vous passez, sans même mesurer des risques. Vous vous êtes donné comme un Congolais. Moi, je vous dis qu'on va vous dédier, qu'on va vous donner quelque chose pour montrer tout ce que vous faites pour ce pays. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes des opérateurs économiques congolais, mais nous avons beaucoup de partenaires qui nous soutiennent. Quand je parlais de Marc Bissot, on est des partenaires avec lui, ça fait autant d'années que nous travaillons avec le projet Barrick. Et le projet Barrick, c'est un grand projet au niveau de Kibali que vous tous vous connaissez. Et c'est avec Marc qui nous a recommandé auprès d'autres partenaires. Là, montrer que nous avons des capacités. Et les capacités que nous avons, ce n'est pas seulement les business chez nous au Congo. C'est aussi amener tous les investisseurs pour voir comment ils peuvent venir investir chez nous à l'Est. Non seulement avec Barrick, nous avons aussi Ivan Noé, qui est représenté ici, je vois M. Olivier. Monsieur Olivier. Non, c'est fini. Ivan Noé, on a commencé les projets avec cette grande société du pays, qui nous ont confié la gestion des jeunes talents. Imaginez-vous, Ivan Noé a eu l'initiative de nous confier d'envoyer ces jeunes en Chine pour une formation. Ils ont fait la formation de au moins 9 mois et sont revenus pour travailler dans la fonderie. Puisque l'idée que nous avons ici pour vendre notre pays, c'est d'avoir plus de Congolais qui doivent avoir des capacités pour qu'on n'exploite pas la main-d'œuvre. Nous avons un pays qui a beaucoup de potentialités et nous devons faire de sorte qu'il y ait les mêmes Congolais qui doivent d'abord en profiter. Pour en profiter, il faut d'abord avoir des capacités. Comme là, on a commencé le projet Barrick au début, il y a Marc qui avait l'initiative d'envoyer beaucoup de jeunes au Mali pour la formation. Et il y avait beaucoup de formations. Ce sont ces mêmes jeunes là-bas qui commencent à sillonner sur notre ligne, comme avec le projet d'Ivan Noé, pour envoyer ces jeunes talents pour faire la formation dans la fonderie. Et ils sont retournés au pays pour travailler. Et c'est ça la lutte que nous avons. En tout cas, nous tenons beaucoup à vous remercier, puisque quand on parle maintenant, on parle devant tous les grands dans les secteurs dîners qui sont ici. Nous avons un pays béni et venir investir. Moi, je me souviens, je parlais toujours de Marc, puisque quand il a commencé à investir au projet Barrick, Kibali, il y a beaucoup qui lui disaient que c'est un pays qui n'est pas stable. Un pays qui n'est pas stable, qu'est-ce qu'il a à répondre? Pour tuer un éléphant, il faut aller là où il se trouve. Et je crois qu'il faut y penser. C'est vous qui êtes là-bas, qui doit venir au Congo pour investir. Nous avons un pays avec beaucoup de potentialités. Et nous, nous sommes les ambassadeurs de notre pays. Partout où nous devons vendre l'image. Encore une fois, merci pour votre présence. Je remercie. Merci beaucoup, Didi, pour ce message très important. Et je pense que chacun a gardé cela dans son cœur et que nous allons passer à l'action. Nous remercions en passant encore Marie pour son soutien à ce projet. Nous remercions Ivan Noé, grâce à qui nous avons organisé cet événement. Nous remercions également le Supply and All Services. Nous remercions également Protocol, grâce à qui on va voir des images en direct sur la chaîne Top Congo. Et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est vous souhaiter bon appétit. Vous allez être agrémenté par une belle musique, par un jeune talent saxophoniste. Et bien, s'il est là, c'est aussi une sous-traitance grâce à un des services. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Madame Nana.
Que va-t-il se passer ce soir, puisque vous êtes nombreux à nous écouter et à vous poser la question de savoir pourquoi Top Congo FM focalise autant. J'ai parlé du secteur minier, premier fournisseur de devises à la République démocratique du Congo. Mais de ce secteur minier, beaucoup de questions se posent. Comment ça se fait-il que ce secteur minier, qui apporte beaucoup d'argent aux investisseurs, en apporte peut-être aux populations, où va cet argent? Ces questions, on va les poser avec différents orateurs. D'abord, en termes d'investissement, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment avantageux et jusqu'à quel point c'est avantageux? On va prendre l'exemple de Marc Rousseau, qui est le directeur général d'une compagnie canadienne qui s'appelle Barrick, qui va s'exprimer en anglais. Et grâce à vous, Nana Ngobila Mabungu, on va tout comprendre parce que vous êtes anglophone et francophone. C'est vous aussi qui allez le relancer parce que bon, c'est vrai que nous, en français, on va essayer, même si on n'est pas totalement à fond en anglais. Mais comme on dit en Ida, la Soromeka Koussel et la Koussala. Donc on va démarrer cette journée avec Marc Briscoe qui sera, comme le terme en anglais c'est, je vais bien, il sera en spécial guest address. Pendant une quinzaine de minutes, il va nous parler de son expérience. Lui, c'est un Canadien, il est arrivé au Congo, il a vécu au Congo. Par les titres contents, est-ce qu'il demande ou est-ce qu'il pousse les autres à faire de même? Il répondra à tout ça tout à l'heure. La soirée, nous allons ensuite la suivre avec deux panels. Le premier panel, c'est les opportunités d'investissement dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Alors, il y aura plusieurs intervenants et il y aura deux, Madame Ngobila Mabungu pour animer. Les deux intervenants, les quatre intervenants seront l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Monsieur Joskango Ekabongo, Monsieur Marc Briscoe, que l'on retrouvera de Barrick Gold Corporation, Olivier Piningo, il est le vice-président des affaires régionales de Ivanoé Mine, qui est aussi une compagnie canadienne, et puis Serge Moudogo, qui est le directeur général de Congo Supply et Services, Serge Moudogo, qui est le fils de Didi Moudogo de MDS. Alors, le deuxième panel, ce sera à peu près vers 20h10, je vous laisse la parole pour présenter qui seront les panélistes. Ok, le deuxième panel, ce sera Paul Maboulia, directeur général de CABI. Nous aurons aussi Jacques Kayembe, directeur général de ITIE. Nous aurons aussi Moué Naher, géologiste, et aussi Rodi Moudogo, shareholder MD Services. Qui veut dire en français un des actionnaires, voilà, de MD Services. Mais puisque nous sommes ici autour de ce business lunch à l'invitation au monde et aux investisseurs congolais étrangers de MD Services. Qui est MD Services? Les détails, vous les avez déjà ce matin, mais laissons la place maintenant au mot de bienvenue du président directeur général de MD Services, M. Didi Moudogo, il y a quelques instants, après une minute de silence qui a été observée à la demande de Mme Dorcas, ici, qui est la MC de ce business lunch. Didi Moudogo qui a accueilli par ses mots, je propose aussi le discours de Didi Moudogo au début de ce business lunch ici à Toronto. Didi Moudogo. Coupe le micro? Non, non, non. Et moi, je propose la question. Le discours de Didi Moudogo à début de ce business ici à Toronto. Et ça va nous marquer la RDC et la Pascal. C'est faire une décision. Après, on peut voir la situation direct. Par la suite sur différentes plateformes. Top Congo sera là, il va vous diffuser les meilleures images que les miennes. Parce que c'est la profession de il y a une chose quand même, c'est écrit par une école.
J'ai observé qu'il était là pour l'instant. Très bien. Il y avait une bonne casse qui était là. Il y a beaucoup de ça, il y a je sais pas. Qu'est-ce qui est bien de l'électricité? On va faire comme ça, les opportunités, ça se fait à bien plus. Ils sont bien avec son budget. Oui, là-bas, je suis. C'est d'abord la ville. Les ambassadeurs des autres pays. Moi, ici, j'ai acheté des opportunités à la fête. Dans les cas, mais moi, je suis. Mais les filles, qui est standard de l'investissement? Il est resté comme ça. C'est là que c'est un c'est des choses en début. Il y a des choses qui nous parlent. Il y a des choses qui nous Marc a restructuré et redéfini la stratégie de la création de l'État Lines, un partenariat entre Barrick et Newmont, donnant naissance au plus grand complexe majoritairement détenu et exploité par Barrick. Marc est titulaire d'un doctorat en géologie de l'Université de Natal du Sud et a occupé de grandes responsabilités dans les compagnies modernes internationales. Après Barrick est prévu Monsieur l'ambassadeur du Congo au Canada, Monsieur Marc Bistro, cher parent de cet événement et mentor des milliers de membres des services, chers messieurs les partenaires, membres des services et distingués invités, et chers Kibali, to the great mine it is today. And as the Minister of Mines of the day asked me to do, and I stand and I often say, Kibali is a new frontier for Congo. It's like a Katanga when it's in the northeast. When we started our investment, the area around the mine was home to 30,000 people. And today it's more than 500,000. And you have a vibrant economy and you can buy anything in Goko. Even a brand new Toyota Land Cruiser. And as you can see, it's grown up, it's got a boulevard, it's got all the big banks, it's all our workers get their salaries paid into their banks automatically. And it's a very special place. But one has to ask, why is there only one Kibali? Because there's definitely room for more. Kibali, as I pointed out, is a world-class tier 1 asset. When we bought Motto back in 2009, there was 5 million ounces available to develop the mine.
As you can see, we built the reserves to over 10 million ounces. And we have produced, since we poured our first gold in 2013, 8 million ounces of gold. And we still have 10 million ounces more to mine. And so what that says is it speaks to the reinvestment, the requirement to reinvest. If you're in the mining industry, you need to reinvest. Otherwise, because we're a consumptive industry, if you don't reinvest, you eventually mine all your assets away. And through that reinvestment, Kibali still has more gold to mine in the future than it had when we started. It's also a lesson for governments because we need to continue to attract investment. And ladies and gentlemen, we couldn't have done it without our Congolese workers and our Congolese business partners. We basically have today invested over $5 million into the Congolese economy. And when I got to GOCO in 2009, one of the groups that met us there was the Lord Resistance Army, because the Congo, northeastern Congo, was like the eastern Congo today. And because of our industry and our investments and all the economic activity, we no longer have any security risk in that part of the eastern Congo, the northeastern Congo. And I must say, we have hundreds of business partners who operate in Kibali. And we're very proud of the fact that we develop business skills, human resources skills. And in fact, I'll show you this now, we built, and you saw the pictures in the video, we built 3 hydropower stations. The first hydropower station we built with big engineering firms from South Africa and some Congolese subcontractors. Second hydropower station we built with 1 engineering firm from South Africa and 1 big Congolese contractor that's Pascal. As a small contractor. Prends le son là où tu le vois. Prends le son là où tu le vois. Prends le son là où tu le vois. Ça, je suis certain que ça envoie. Tu le vois là-haut? Prennent par rapport au Congo pour développer vraiment presque tous les défis. Et ça, c'est un effort que nous devons faire tous ensemble, même avec les gens au Congo. Et la plupart des personnes qui n'ont pas été considérées, mais qui pourraient assister au développement du Congo. Je vous remercie pour ce temps. Voilà, donc c'était Marc Bristro. Merci à Nana Ngobila Mavungu qui a assuré toute la traduction. Alors, on va faire juste une petite pause. Juste, vous en êtes rendu compte, régler un petit problème technique. Pause publicitaire, on se retrouve dans 5 minutes avec les panels pour la suite de cette soirée spéciale Business Lunch ici au PIDAC sur l'investissement minier en République démocratique du Congo. Investir dans les mines en RDC, minéraux stratégiques, développement durable, enjeux, défis et opportunités. En direct de la grande conférence minière PIDAC, lundi 3 mars de 19h à 21h. Déjeuner d'affaires, Caribou Invest in DRC. En direct sur Top Congo avec la société MD Service du DG Didi Moudogo. Avec Ivano Hemins, avec la RSP, avec le CAMI, avec la CSS, avec la mairesse de Toronto, sous le haut patronage de l'ambassadeur de la RDC au Canada.
Lundi 3 mars de 19h à 21h, on parle mine, en direct sur votre radio. You know, it's sometimes difficult to bring foreigners into a country that is as unpredictable as the Congo. So we have both managed, and I think I speak for most of my colleagues in the mining industry, the innovation and capability and the education in the engineering faculties around the country are the real key that can unlock Congo. Alors, M. Bristow dit que la RDC est de beaucoup de potentialités, minerais, eau, électricité, agriculture, mais aussi une population très résiliente. Et il est certes difficile d'amener des investisseurs en République démocratique du Congo, mais c'est un pays qui regorge de tout. Les autorités congolaises parlent de pays solution. Je ne sais pas si ma traduction est exacte, Nana Gopila. Ta traduction est parfaite. Très important de comprendre que quand on investit, mais on investit dans un peuple et on ne peut pas investir sans le peuple. Et la résilience est une clé pour l'entrepreneuriat pour pouvoir se développer. Thank you so much. One of the other questions that I have for you, we're talking about people. We're talking about trying to make DRC shine again. What are the key challenges that you met since you started? Quels sont les principaux défis que M. Bristow a rencontrés depuis qu'il a investi en République démocratique du Congo? You know, the Congo needs the enabling legislation. And you know, I think we saw, well, I know that in 2002, that legislation was very important for Congo. It attracted the first big investments back into the country. And subsequent to that, we've basically made it more difficult to do business by introducing harder legislation. And the 2018 mining code was a disaster. Mm-hmm. It was a politically engineered code, and we've never recovered from that as an economy and as an industry. And it needs review. It needs to be reviewed. That would be my point, because there's so much investment already in the Congo, and there could be so much more if we could just make the investment feel welcome in the country. Absolument. Donc vraiment, comme vous avez dit, l'un des grands défis qu'il y a, c'est au niveau de la législation, c'est au niveau de la régulation. Donc il y a le potentiel, mais quand les mesures ne sont pas respectées, c'est très difficile de pouvoir investir. Le potentiel est là, les opportunités sont là, mais quand la législation ne tient pas debout, c'est vraiment un souci pour les investisseurs. But if I need to ask you again, when you're looking at everything that you have accomplished so far, and today if they're asking you to talk to one of the new investors, talking about this project, talking about DRC, talking about the potential, what is the best advice that you're going to provide to them? Quel est le conseil que vous pouvez dire ou donner à un investisseur qui vient à peine de commencer, qui est intéressé de pouvoir s'investir dans les mines? Quel est le meilleur conseil qui peut l'accompagner pendant sa recherche et pendant ses démarches? You know, I think, well, the first thing is you should get to Congo yourself. Absolutely. Because when you get there, you learn about it. And there is definitely always a welcome mat in Congo for any business person, any investor. And then, you know, the Congo now has an enormous number of highly qualified partners, experts in logistics, in human resources in the form of MD. There's engineering firms. Mm-hmm. There's a spread of really competent local business that will support you in your endeavors. And then it's about sitting down and understanding the rules of the game. And I know, you know, the government, the new cabinet of President Felix is probably
the most professional team we've seen in the Congo for a long time, with real experts. And so I think that they are all committed to trying to rebuild Congo, and that's a huge opportunity for Congo. We've only looked at the challenges, but you know the opportunity is we, for the first time, have a well-appointed professional cabinet, which is there to help, and I can say that. And then you've got to start understanding where you want to invest. And really there's many different parts of Congo. Congo is like 5 countries in one. But I think there's plenty of advisors and contractors who will give you the opportunity or help you understand the opportunities. Absolument. Donc, comme il a bel et bien répondu, l'un des conseils qu'il peut donner à un nouvel investisseur, c'est que premièrement, prenez votre billet, allez au Congo vous-même. Quand vous serez sur place, vous serez capable de pouvoir comprendre les enjeux, comprendre comment le pays fonctionne. Et il a bel et bien souligné que depuis qu'il a commencé à travailler au Congo, le gouvernement en place a amené des experts et travaille très bien. Une chose très importante. Je vous repasse la parole, monsieur. Merci beaucoup, Madame Nana Boubila. Alors, ces questions, vous pourrez les poser à chacun d'entre vous. On va commencer par vous, monsieur l'ambassadeur, même si on serait tenté à plutôt se tourner vers monsieur Biningo, qui est le responsable africain de l'exploitation d'Ivanoé. C'est bien ça, monsieur Biningo, vice-président. Vice-président. Tout a été posé à monsieur Bristow, monsieur l'ambassadeur, je reviens à vous. Et monsieur Biningo, ce sera à refaire, Ivanoé le refaire avec qui en réalité? Je suis sûr que oui. Il n'y a aucun doute. Pourquoi? Parce que les résultats sont là. Je pense que nous avons 2 projets en RDC pour l'instant. C'est 2 projets qui sont en phase de production. Le premier, Kamwa Katula, qui est le projet phare et qui est dans les projets ambassadeurs de la RDC, comme c'est le cas pour Kibali également. Le deuxième projet, le projet Kikuchi, à 30 km de Bashi, qui est la plus grande mine de zinc en RDC. Donc, plus grande mine de zinc en RDC, plus grande mine d'Afrique de zinc qui se trouve en RDC, troisième plus grande mine de cuivre, Kamwa Kakula, qui se trouve en RDC. Donc pour Ivanoé, l'investissement en RDC a bel et bien payé et continue à payer. En plus de cela, et là je parle du futur, nous avons misé depuis le début sur l'exploration, la recherche. Kamwa Kakula en a été le premier résultat, je dirais, mais nous continuons à investir assez massivement dans la recherche, dans la zone adjacente à Kamwa Kakula, dans l'espoir de trouver d'autres gisements d'une qualité similaire. La question que tout à l'heure, Mme Boubila a posée à M. Bristow était sur les principaux défis qui se posent à vous. Je choisirais l'infrastructure. De façon générale, je déclinerai en deux sous-rubriques. Infrastructure de transport, ce qui fait que le coût de transport qui pèse sur le projet est assez important. Mais là, le secteur privé, y compris le secteur numérique, peut être un acteur actif. Nous l'avons fait, par exemple, sur le corridor Lobito, nous jouons un rôle actif pour essayer vraiment d'ouvrir ce corridor comme une véritable alternative au corridor existant. Ensuite, l'électricité. Le genre de projets que nous développons sont très demandeurs d'électricité. Mais là, à nouveau, même si c'est un vrai défi qui existe, le secteur privé, comme Kibali l'a fait, le secteur privé peut jouer un rôle très actif. Nous investissons massivement et de plusieurs façons dans le secteur de l'électricité, dans la génération d'une part, mais aussi dans l'implantation de l'électricité. Donc, de plusieurs façons, nous essayons d'améliorer la fourniture en électricité dans la zone dans laquelle nous occupons. Les autorités congolaises disent que toutes les difficultés, notamment en termes d'infrastructure, ce sont des opportunités pour les investisseurs en République démocratique du Congo.
Vous dites que ce sont vos difficultés, mais c'est aussi des opportunités pour vous. Bien évidemment. Et comme je l'ai dit, nous investissons dans ces infrastructures. Là, nous finançons des sociétés étatiques telles que la SNEL dans la réhabilitation des infrastructures existantes. Mais nous avons aussi un rôle important à jouer pour des développeurs privés de projets d'électricité, où nous pouvons, nous, en tant que consommateurs final, aider ces investisseurs-là à créer des projets qui sont rentables. Donc, bien évidemment, c'est des défis, mais comme presque partout au monde, tout défi signifie aussi des opportunités. Donc, ce sera faire, vous le referez, vous le dites, mais pour ceux qui hésitent encore, est-ce que vous comprenez cette hésitation? Vous leur dites quoi pour qu'ils viennent? Bon, je dirais, regardez les exemples qui ont réussi. Et vous avez sur le podium au moins 2 exemples où la réussite n'est pas incontestable. Donc, regardez les exemples qui ont réussi. Mais en même temps, et là je rejoins ce que Marc Bristow a dit, il est important de comprendre le contexte dans lequel vous investissez, de passer du temps sur place, d'analyser la législation, de former les partenariats, mais pour les former, cela signifie aussi que vous devez comprendre qui sont vos interlocuteurs, vos parties prenantes, de la façon la plus large, gouvernement, que ce soit au niveau national, provincial, local, les communautés qui entourent vos projets, votre pôle d'employés et employés potentiels. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire de bien comprendre le contexte dans lequel vous allez investir, de comprendre les défis et puis de voir comment pouvoir les tackler. On va arriver sur la législation avec vous, monsieur l'ambassadeur, mais hier, ici au PIDAC, on a constaté qu'il y en a qui se plaignent des entreprises canadiennes, il y en a qui trouvent à redire. Et c'est intéressant de vous poser directement la question. Comment rendre l'exploitation plus responsable et durable? Certains vous reprochent de venir au Congo, comment on dit, to make a lot of money and to not deserve. C'est comme ça qu'on dit en anglais, de profiter d'un environnement qui continue de souffrir malgré toutes ces richesses. Je pense que la première victime de cette caricature, c'est le pays. Et je pense que ceux qui visitent certains des projets responsables, et je mets nos projets dans cette catégorie-là, les gens qui visitent ces projets-là, je pense, auront un avis totalement différent. Je pense que c'est une question à poser également à tous ceux qui nous entourent. Je parle des sous-traitants qui travaillent avec nous et qui ont pu grandir leur business grâce à notre préparation. Je ne dirais pas seulement grâce à notre préparation, par rapport à leur qualité, par rapport à leurs efforts, mais aussi grâce à l'opportunité, l'écosystème dont nous sommes une partie importante. Poser la question aux communautés voisines de Kamoa Kakula qui aujourd'hui, et là je parle des entreprises qui sont détenues à 100% par les membres de la communauté. Et il y a à peu près 1000 personnes qui sont dans les communautés voisines à Kamoa, qui sont investies dans des entreprises qui fournissent à Kamoa, mais au-delà, qui ont des revenus annuels au-delà de 6 millions de dollars. Poser la question à 22 000 personnes qui aujourd'hui travaillent sur ce projet, et donc 22 000 foyers qui en bénéficient. Donc, je ne dirais pas du tout que tout ce que nous faisons est parfait. On peut apprendre, et j'ai entendu Marc dire qu'il va venir apprendre à ceux qui sont au Katanga comment mieux forger des partenariats. Donc, nous sommes ouverts à apprendre et à faire mieux. Mais je pense qu'il est important d'éviter la caricature. Moi, je poserai une question à M. Goï. Merci beaucoup. L'une des questions, c'est que la RDC est au centre de l'approvisionnement mondial. Et je voudrais savoir, au niveau de l'ambassade, quelles sont les démarches que vous faites pour pouvoir jouer un bon rôle, non seulement attirer les nouveaux partenaires ou les nouveaux investisseurs, mais aussi une relation bilatérale entre vous et le gouvernement. Merci beaucoup. Je dois vous avouer que ça fait depuis un temps, sur les plans officiels, l'ambassade a entrepris des démarches avec le gouvernement canadien pour essayer, parce que vous devez savoir que toute coopération doit être fondée sur une base juridique. Et nous avons constaté que depuis un certain moment, il n'y avait pas des accords qui pouvaient rassurer
les investisseurs canadiens pour aller investir en RDC. C'est ainsi que nous avons entrepris un certain nombre de démarches et nous avons arrêté ce que nous appelons concertation technique bilatérale pour essayer un peu d'évaluer tous les accords que la RDC a dû signer avec le Canada, voir dans quelle mesure nous pouvons, disons, adapter les accords qui sont déjà devenus en désuétude et puis éventuellement proposer de nouveaux accords. Nous avons, par exemple, avec le gouvernement canadien, en train de négocier les accords en matière d'investissement réciproque et en matière de minéraux stratégiques. Et je crois que d'ici peu, d'ailleurs avec le ministère des Mines, que j'ai vu beaucoup de responsables dans la salle, au niveau du pays, il y a eu des travaux préparatoires, il y a eu des propositions qui ont été faites pour que nous ayons ces accords. Ça, c'est pour assurer les investisseurs pour qu'ils sachent qu'ils peuvent aller, disons, investir au Congo sans beaucoup trop de problèmes. Mais convaincus du caractère incitatif de notre code minier, l'ambassade n'a pas ménagé aucun effort dans le sens de sensibiliser et de mobiliser les acteurs concernés par les secteurs miniers. C'est ainsi que nous avons eu à avoir beaucoup de rencontres avec certaines entreprises minières canadiennes, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des structures étatiques. Et ça, ce sont des démarches que l'ambassade a entreprises. Et madame, je dois vous dire que c'est depuis une année. Parce que nous sommes arrivés à un pays, ça fait 2 ans. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons voulu d'abord mettre en place une base juridique pour essayer un peu d'assurer tout le monde. Et je peux aussi vous poser une autre question. La transparence et la bonne gouvernance, ce sont des éléments clés très, très importants pour rassurer les investisseurs. Aujourd'hui, vous regardons, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous parler à tout ce peuple et nous dire quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises à ce niveau-là? Non, mais pour assurer, par rapport à cette question, pour assurer la régulation et le contrôle de ces minéraux dits stratégiques, le Premier ministre a signé 2 décrets. Le décret numéro 19/15 du 5 novembre 2019 portant mesures de sauvegarde des activités relatives aux substances minérales stratégiques d'exploitation artisanale et le décret numéro 19/16 du 5 novembre 2019 portant création de l'autorité de régulation et du contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Dans les secteurs, il faut savoir que ces décrets ont été modifiés et complétés par 2 autres décrets qui ont été signés dernièrement et publiés dans les journaux officiels. Et dans les secteurs artisanaux, pour renforcer l'apport de mines artisanales à l'économie, le gouvernement a mis en place des initiatives visant à normaliser le secteur. L'objectif est de s'assurer que les activités artisanales soient conformes aux réglementations, permettant ainsi une meilleure traçabilité des minéraux et offrant un soutien aux communautés locales impliquées dans cette activité. Mais aussi, c'est ainsi que le gouvernement de la RDC déploie toujours des efforts de manière à mettre en place un système de traçabilité des minéraux pour mieux contrôler les filières aurifères, sanifères et chirifères. Cela vise à garantir que les minéraux exploités dans les pays soient commercialisés de manière transparente et éthique, réduisant ainsi la contrebande et l'exploitation illégale. On va dire que ça, c'est la théorie. M. Bristow, tout à l'heure, parlait de la difficulté du respect des lois. Mais j'étais même étonné quand il parlait de la difficulté du respect des lois. Bon, et évidemment, il est dans les secteurs, mais je dois vous avouer, M. Christian, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu tout à l'heure que le gouvernement a mis en place des structures qui sont en train de travailler pour faciliter tous ceux qui viennent investir au Congo. Aujourd'hui, au regard des lois
qui existent dans les pays. Même aussi le fait qu'il y a l'assainissement du climat des affaires. Il n'y a pas de raisons pour qu'un investisseur puisse inciter de venir investir. Malgré que le pays est en difficulté, d'ailleurs à cause de nos richesses, à cause de nos ressources. On nous fait une guerre barbare au XXIe siècle, une guerre honteuse, mais le pays est en train de fonctionner et les activités marchent très bien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il a dit que si vous voulez venir investir au Congo, il n'a pas de conseils à donner, mais il faut venir et puis constater sur place. Je pense que moi aussi, j'ai dit la même chose. Il faut venir, aller au Congo et constater sur place. Il y a aussi un autre élément, c'est que la plupart des investisseurs, lorsqu'ils partent en RDC pour investir, ils décident d'y aller, ils arrivent en République démocratique du Congo seul, et ils sont peut-être à la merci de plusieurs personnes. Je ne dis pas que ces personnes ne sont pas de meilleures personnes, mais parfois ces personnes ne leur donnent pas des possibilités pour qu'ils puissent s'engager bien. Moi, je pense que si ces gens-là passent par la structure officielle, notamment nous sommes ici au Canada, il y a une ambassade qui représente le pays. Je pense que s'ils sont encadrés par l'ambassade, ils ne seront pas pris à la merci de tous les aventuriers, je m'excuse entre guillemets, qui essayent un peu de décourager les personnes qui vont investir en demandant des pourcentages et beaucoup d'autres choses. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est très déterminé et beaucoup de facilités sont mises en place pour encourager toutes les personnes qui veulent venir investir en RDC. Quel conseil aux investisseurs vous donnerez à ceux qui tomberaient, par exemple, sur certains décideurs qui ne demanderaient pas le droit pour... Généralement, M. Christian, ils ne tombent pas sur les décideurs, mais ce sont peut-être des intermédiaires comme des avocats. Je sais qu'au Congo, nous avons des meilleurs avocats dans le pays, mais partout où il y a un meilleur, il y a aussi un faussaire. Alors, pour ne pas tomber chez un faussaire, c'est mieux d'être encadré par des personnes qui sont bien habilitées pour essayer de vous orienter et de vous introduire. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je poserai la question à M. Modogo. Thank you so much for coming. I have a question for you. I have a couple of questions for you. MD Services positions itself as a key player in the mining sector. Can you tell us how it started and how you are standing out with all the services that you have? Alors, Serge Modogo sera le dernier intervenant. Il est le MD Service, un service qui se positionne comme leader dans le prestataire de services pour les investisseurs dans le secteur minier. Alors, comment tout cela a démarré? Je ne sais pas si vous avez parlé en anglais ou en français. Et pour les auditeurs, il va falloir qu'on traduise. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, comment cela a démarré et comment est-ce que vous tenez ce cap? Thank you for your question. I think I will speak more about Congo Supply since I'm not the representative of MD Services. So I'm in CSS, which stands for Congo Supply Services. Basically started about 3.5 years ago. So basically, we mainly operate, into 3 different industries. Oil and gas, construction, along with mining. So our main focus is procurement and outsourcing. And then we have logistics, of course. And then we have a couple of social initiatives that we also do look into. But I'll speak from a young entrepreneur standpoint because obviously I myself, I'm a product of the diaspora, which is I went down and studied in South Africa. Then I went over in the US for college in Boston. And then the most challenges that I feel like, young people tend to face, they're scared of taking risks. So when we're in the US or Europe or wherever in the world, we have this sort of conflicts that we have within. We're not willing to go back home and try to start up something that can benefit not only yourself, but obviously
it can be an inspiration for other people. So I feel like for most young people, it's just taking the next step and taking the risk, of course, to go down in the country and obviously try and bring in their expertise from outside and defend the diplomas. Can have, a couple of people, they have 3 masters, a PhD, and so on, but they still don't want to go back, give for the community. So I feel like, you have to take risk. As, Mr. Mark has spoken, and Mr. Olivier as well, this big company went down to Congo to take risk and invested. So why us Congolese people cannot go back in our country and also contribute? So one of the other challenges when you go back, bringing your expertise and meeting, all the entrepreneurs, what is the big challenges you faced? Juste avant que M. Boudogo réponde, il est ici pas dans le compte de MD Services, mais de Congo Supply. Et il a parlé de son expérience de jeune étudiant qui rentre en République démocratique du Congo pour investir. C'est vrai que son nom se confond avec celui de MD Services, puisqu'il a suivi le bon exemple du père. Mais aujourd'hui, il est devant plein de challenges, comme tout le monde, comme M. Beningo de Ivanoé Mine et M. Marc Castro de Barrick. Et la prochaine question, c'était la vôtre, c'était sur les challenges que aujourd'hui a eu. There's a couple of challenges and many challenges that we do encounter, of course, as subcontractors or entrepreneurs. I mean, most of the challenges that stand out is access to capital. Obviously, with banks, it can be tough to get funding from banks. Obviously, the banks want some sort of collaterals in exchange, but of course, they give strict lending of their money. So that's what stands out. Apart from that, I would say also market competition. Market competition also can be very, very tough. But of course, for all challenges, there's opportunities. So based on what I'm doing, we first start off with supplying PPE, personal protective equipment. But then we felt like we can move on to the next step and the next level on making it ourselves. It's a big challenge, of course, but it was a good opportunity again, not only for us, but also for the women and the local women that we employed and that went through some sort of harsh training for about a year and a half. But then obviously with all challenges, there are opportunities. But what stands out the most is access to capital. And of course, a lot of people are known, or a lot of young Congolese companies are known for mismanaging the capital, which of course, it's again a learning thing for them, but it's not for everybody. But then access to capital is one of the most challenging things that we currently face. Yes. Thank you so much, formidable. Et la réponse de monsieur était que l'un des défis que quand nous partons investir pour les nouveaux entrepreneurs, c'est de pouvoir être capable d'avoir accès aux fonds. C'était l'un des défis et très très important. Merci pour tous vos points. Et aussi la compétition le marché, au niveau du marché. Monsieur Serge Ridogo, Monsieur Beningo, Monsieur Joska Kabongo Ngoy, ainsi que vous, Monsieur Marc Bisto, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, il faudrait qu'on puisse bien terminer ce panel dont le thème est de témoignages concrets par le dernier petit exemple qui fait la différence pour ceux qui arrivent. C'est vrai qu'on est ici à PIDAC, ce sont des grands miniers, ce sont des grands investissements, mais quel serait en 15 secondes ce que vous pourriez dire à chacun de ceux qui se laisseraient tenter à l'expérience pour que cette expérience soit la plus avantageuse possible?
Je voudrais commencer par vous. Je sais que je vais attendre que la traduction est terminée avec vous, M. Magustro, mais je voudrais commencer par vous. En 15 secondes, que dire à celui qui vient? So we've seen the central part of Africa, of which Congo is the center of that, suddenly take center stage with the Lobito corridor, a real interest in investing from the major economies. And I think for the first time, Africa is a focus destination. And Congo is a big player in that. And I think what we've got to do as Congolese and as Southern and Eastern African agencies, we've got to all get together, find a peaceful existence, and sit down and actually attract those investors, because the developed world is short of investment, and we're rich in investment in the Congo. Merci beaucoup. Et M. Ngoï? Juste peut-être retenir en français, juste une petite traduction. Une petite traduction par rapport à ce que monsieur a dit, c'est que le potentiel existe au Congo. Il y a vraiment plein de ressources. C'est une très bonne opportunité de pour que vous puissiez vous investir. Alors n'hésitez pas, étudiez le marché, prenez votre courage et travaillons ensemble pour la réussite de notre pays, le Congo. Merci. N'oublions pas que c'est une destination privilégiée, que le pays n'est pas que de potentiel, il est d'avenir. Monsieur l'ambassadeur. Ce que je peux dire, c'est d'encourager tous les investisseurs de ne pas hésiter d'aller investir en République démocratique du Congo. Sur le plan de la coopération bilatérale, nous sommes en train de négocier des accords en matière d'investissement réciproque et probablement nous pouvons aussi réussir à avoir un accord en matière de non-taxation de non-double taxation. Et puis, nous sommes aussi en train de faire tout pour que nous ayons des accords en matière de minerais stratégiques entre la République démocratique du Congo et le Canada. Et je pense que tous ces accords peuvent vous rassurer. Et sur le plan national, il y a l'assainissement des climats des affaires. Aujourd'hui, en RDC, nous pouvons dire que la bonne gouvernance est au rendez-vous parce qu'il y a l'inspectorat général des finances qui contrôle et qui surveille toute la gestion étatique. Et aussi, on encourage les investisseurs de dire qu'ils peuvent aller et le gouvernement peut les accompagner. Donc, n'hésitez pas, venez investir, venez vous-même négocier les accords avec la République démocratique du Congo. Hésitez de passer par des voies contournées. Hésitez d'avoir de l'argent sur base du sang des populations innocentes. Si vous voulez avoir des minéraux, venez directement négocier avec les gouvernements et vous pouvez avoir ces minéraux et vous pouvez faire les affaires et vous pouvez avancer et progresser grâce à la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Joska Kabongoy. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la République démocratique du Congo en RDC, que quand vous parlez d'interlocuteur direct, on ne peut pas ne pas penser à 7 minutes de silence en début de ce business lunch et au fait que, parce que certains peut-être ne vont pas directement chez le véritable fournisseur, des armes congolaises périssent chaque jour. Monsieur Biningo, le dernier petit conseil pour Ivanoé. Je pense qu'il y a deux thèmes globaux qui sont là pour rester parmi nous. La transition d'une part et la révolution de l'intelligence artificielle. Aucun des n'est possible sans minéraux critiques. Et la RDC regorge de plusieurs de ces minéraux. Il y a une grande diversité de minéraux qui sont présents en RDC. Et en plus, il y a une vraie richesse des gisements. Et là, je parle surtout de la teneur de certains de ces gisements, qui est beaucoup plus élevée que dans certains autres pays. Donc, la révolution, la transition énergétique et la révolution de l'IA sans la RDC est difficile à concevoir. Et cela devrait être un gage
de stabilité et d'opportunité sur la durée. Formidable. Et le dernier conseil, M. Mudogo? What is the last advice that you can give? In English or in French? So you get comfortable in English or in French? So I feel like I would say diversification. As a country, we got to be able to look at what we have invested in. We have to diversify in multiple sectors. And before getting there, we need to create a good and stable business atmosphere for investors. I feel like if we look at our closest neighbor country, Zambia, they're doing a very good job at it with the current administration. But I feel like for us Congolese, we still have a lot of room for improvements. And we really need to attract a lot of investments in order to push our country forward. Merci beaucoup, merci à vous. On va rendre le micro à Madame Dorcas et se retrouver dans quelques instants. Vous êtes donc à Toronto, ici au Canada. Le temps que vous soufflez un peu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je voudrais remercier nos orateurs. Pendant que je vous invite à descendre, pourriez-vous laisser le micro sur la table, s'il vous plaît? Merci. J'ai retenu quelque chose de très important dans toutes ces déclarations en suivant le DG de Barrick qui incite les investisseurs à venir au Congo. Je pense que s'ils sont là, si Barrick, Ivanhoe sont au Congo, c'est que d'autres peuvent aussi venir au Congo. C'est vrai que Ivanhoe a fait mention de défis auxquels les investisseurs peuvent être confrontés, qui sont communs pratiquement à tout le pays africain et dans le monde, mais toutefois, il y a nécessité de pouvoir connaître le contexte dans lequel on va investir. Donc, la connaissance du marché, la connaissance de défis sont très importants pour les investisseurs potentiels. On a retenu de l'ambassadeur une chose très importante. Il a dit que pendant que les investisseurs sont en train de pouvoir développer leur industrie au Congo, au niveau du Canada, l'ambassadeur travaille sur la révision des accords entre le Canada, surtout pour les matières stratégiques, mais également il a mis l'emphase sur le cadre réglementaire et légal qui est très important pour inciter les investissements vers la RDC. Alors sur ce, nous allons passer à notre deuxième panel. Nous voudrions bien respecter le temps. Le temps, c'est l'argent. Alors, sans plus tarder, je sais que les deux journalistes vont revenir. Je vais inviter sur ces stages, en attendant qu'on est en train de préparer le micro, je vais inviter à tour de rôle le directeur général de CAMI. Je vais inviter sur ces stages le directeur général de ITIE, et je vais aussi inviter sur ces stages Monsieur Roby Mudogo, qui est actionnaire chez MD Services, et je vais enfin inviter Monsieur Oué, qui est géologiste, et il va monter. Donc vous comprenez tout de suite que ce panel est hautement technique. Donc, le premier panel, c'était plus par rapport au cadre réglementaire pour l'incitation aux investissements. Et ici, on va plus parler des aspects techniques d'accompagnement d'investissement en République démocratique du Congo. Et le directeur général du cadastre minier, en français, pour Paul Mabolia Yenga. Nous avons M. Jacques Kayembe, qui est le responsable de l'ITIE, ici, autour de nous à intervenir dans ce panel. Nous avons M. Oué Lacher, qui est géologue, géologiste in English, but géologue en français, et Ruby Mudogo, qui est un des actionnaires de MD Services. Tout à l'heure, on avait CSS, maintenant on a MD Services parmi nous, Madame Nana Gobila. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Alors, nous allons commencer avec M. Popol Mabolia. Et je sais que nous sommes à une conférence et à un forum très, très important, mais je voudrais juste me rassurer que tout le monde va bien. Est-ce qu'on va bien? C'est tellement calme. Est-ce que nous allons bien? Parfait. Alors, je m'adresse à M. Popol Mabolia. La transparence dans l'octroi des permis miniers est un acte très important et une clé très importante pour les investisseurs. Pouvez-vous aujourd'hui nous parler franchement, directement, quels sont les défis que vous avez et quels sont les mécanismes que le cadastre minier a-t-il mis en place pour régler cette situation? Merci pour la question. Bonjour à tous. Je vais vous répondre, franchement, tout va bien. Mais bon, le cadastre minier a donc cette obligation de délivrer des certificats, des permis pour l'exploitation minière. Et donc, nous avons ensemble mis en place plusieurs activités depuis que je suis à la tête. Et pour donc cerner le problème, est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît? Les mécanismes que nous avons mis en place, il y en a toute une série. Il y a ce qu'on appelle le cahier d'enregistrement des registres, il y a le journal du cadastre minier, il y a la salle de consultation et la publication de la liste des titres qui sont accordés. En un seul mot, quand quelqu'un vient chez nous, il s'enregistre. Il y a un cahier de ça. Et donc, il y a un suivi. Donc, c'est transparent parce qu'il est disponible. Il y a le journal du cahier qui peut consulter aussi. Donc, tous ces éléments, la consultation publique aussi, sont tous des éléments qui sont en plus digitalisés. À part le premier, le cas du cahier d'enregistrement qui est encore physique, mais tout le reste, il est en ligne. Et donc, en termes de transparence, quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui peut déjà suivre toutes les transactions qui sont en train de faire là-dessus. Donc, c'est un atout, comme on le dit, pour garantir ce mécanisme, cette transparence dans l'attribution des titres. En fait, et quand vous parlez du journal du cadastre minier, et vous avez dit que tout est répertorié, donc on peut faire des suivis, on est capable de voir tout. Avec l'intelligence artificielle, comment vous faites le rapport avec ce que vous avez présentement comme mécanisme? Bon, nous ne sommes pas encore au niveau de l'intelligence artificielle, mais nous sommes au niveau actuellement de la digitalisation. Donc notre système, il est complètement digitalisé, il est complètement en ligne. Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante? Est-ce que je peux vous montrer ça? Il y a d'abord ici le mécanisme que nous avons. Ce certificat que nous avons mis en place, il est un certificat qui est produit par l'hôtel de Monnaie. La même compagnie, la même institution qui fait l'argent, nous utilisons maintenant ce modèle. Et vous voyez l'innovation que nous avons mis, il y a un QR. Et donc, à tout moment que vous soyez à Bounia ou partout, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez avoir le certificat, vous pouvez voir le certificat, s'il est original ou pas, s'il y a des problèmes d'information. La page suivante, s'il vous plaît. Alors, pour revenir à votre question, vous avez ici ce que nous appelons la digitalisation interne à travers ce qu'on appelle le non-folio. C'est un mécanisme interne. Mais là où vous vous trouvez, donc si vous êtes dans la salle ici, si vous ne croyez pas, vous rentrez tout de suite dans cami.cd et vous aurez cette situation. Et lorsque vous cliquez 2 fois là-dessus, vous avez la situation d'un permis et tous les éléments de base qui sont nécessaires pour que vous ayez une connaissance. Donc tout ça est digitalisé, tout ça est sous forme interne et ça nous permet facilement de donner un meilleur service à toutes les personnes qui sont à travers le monde, en ce qui concerne la délivrance des permis. Alors, ce panel, ce deuxième panel est un peu plus technique. Je rappelle le sujet, enjeux, défis, opportunités. Le cadastre minier aurait pu avoir été plus interpellé quand on sait que l'activité de la République démocratique du Congo est notamment dominée par certains qui se plaignent de voir ces carrés miniers expropriés ou peut-être pas toujours gérés de la meilleure manière. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que ce sont les tenants du pouvoir qui font de ces carrés miniers ce qu'ils en veulent? Le terme exproprié est un peu trop fort. Nous avons le code et le règlement minier qui stipule très bien dans son premier chapitre
toute la démarche à faire. Quand vous ne suivez pas ça, eh bien vous faites face à la rigueur de la loi, soit on vous le retire, soit vous payez des pénalités. Donc il n'y a pas de situation où un tel peut venir intervenir là-dessus. Je vous ai encore dit que notre système il est digitalisé. Ce n'est pas telle personne qui peut nous faire changer le système parce que c'est bien clair comment ça doit se passer. Donc ce n'est pas un problème d'intervention tout ça. Maintenant, lorsqu'on fait la demande, encore une fois au cadastre minier, vous devez remplir un certain nombre de documents. Les statuts de la société, tous ces éléments. Il ne nous appartient pas de définir si toi tu ne peux pas. Du moment que tu respectes les règles qui sont là, que tu as les statuts, que tu as tous les autres éléments, on t'accorde le permis. Et tu dois suivre, nous suivons toute la procédure et on te le délivre. Maintenant, une fois que tu as le permis, tu as des activités à faire. Non commencement de travaux, première recherche et tout ça. Et si tu ne respectes pas tous ces maillons de la chaîne, tu tombes donc vis-à-vis de soit l'inspection des droits de l'homme, soit la direction de l'île, qui sont d'autres services de droit. Donc pour nous... Donc on ne peut pas être aujourd'hui propriétaire d'un carré minier et le rester ad vitam aeternam. C'est ce sur quoi il faut vraiment être, je pense, précis, et rester propriétaire de ce carré minier ad vitam aeternam sans exploitation après. Tout à fait. La loi, elle est bien précise. Parce que l'avantage du code minier ou le désavantage du code minier, il y a des périodes bien précises. Donc, il y a des délais butoirs dans lesquels vous devez respecter. Si au-delà d'1 an après vous avoir eu un permis de recherche, vous n'avez pas commencé le début des travaux, vous vous exposez au retrait du permis. Donc, le commencement des travaux doit être acté par la direction de l'île qui nous en transmet le document pour qu'on puisse vous donner un certificat. La difficulté qu'on a ou le défi qu'il y a, c'est que d'un côté, vous avez nos compatriotes qui n'ont pas beaucoup accès à des moyens financiers. Donc, aller dans cette activité, on vous demande beaucoup. Malheureusement, quand vous avez 1 ou 2 carrés, vous ne pouvez pas faire. Et ce qui est difficile pour nous, c'est qu'il n'y a pas encore assez de mécanismes de financement pour soutenir cette exploitation minière et surtout envers nos compatriotes congolais. Donc, l'accès aux ressources financières, il y a le problème de la distance. Vous savez, vous avez un carré minier, on vous le donne, mais vous devez aller jusque, je ne sais pas, à Walikale ou quelque chose comme ça. Déjà, rien que pour aller là-bas, c'est toute une gymnastique. Et ensuite, au-delà de la route, vous devez peut-être rentrer dans la brousse. Donc tout ça, ça fait que c'est difficile pour les compatriotes sans moyens à pouvoir exploiter cela. Et le recours qui est souvent fait, c'est que les gens, comme on disait court, ils partent faire de l'exploitation artisanale alors qu'ils ont un permis pour faire une exploitation à terme industrielle. Monsieur Jacques Kayembe, vous êtes directeur général d'ITIE. Comment est-ce que votre organisation contribue à garantir une gestion transparente? C'est de ça qu'on parle. Et responsable des ressources pour attirer les investisseurs.
Vous écoutez la meilleure des radios. Top Congo FM, tout un programme. Goma, Tuko Pamoja. En ce moment de trouble, avec les populations de l'Est de la RDC, particulièrement avec celle de Goma, ensemble nous sommes Tuko Pamoja. Goma, Tuko Pamoja. Minova, Tuko Pamoja. Sake, Tuko Pamoja. Kuragana, Tuko Pamoja. Goma inalia, mateso yanapita, wamama wanateseka, watoto wanalia, mateso yanapita. Moyo umenipasuka, lakini nina matumaini kwamba tutashinda sote kwa pamoja. Jipe moyo, sote tuko pamoja. Tuko pamoja. Kanyabayonga, tuko pamoja. Tuko pamoja. Ishasha Rindi, tuko pamoja. Moteme siye panzani na solela makasia. Je tellement mal, je très mal, je me demande Ego Salafonime, je tiens le coup parce que je sais qu'ensemble Tokolonga, oui je sais, ensemble Tokolonga, c'est le quoi ma casse. Tuko pamoja. Watu wakibumba, tuko pamoja. Watu wakichanga, tuko pamoja. Watu wa misisi, tuko pamoja. Watu wakiwanja, tuko pamoja. Watu wa Burimana, tuko pamoja. Hata Mkongomani, usiku umekucha. Amka ni muda wako, Mkongomani kujitetea. Kongo nchi ya babu zetu, Kongo nchi ya babu zetu. Tujiunge pamoja, tupiganie umoja. Maustralere wama wa nchi yetu. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tozali elongo. Tozali elongo. Tujipamwe. Betokele kitwa. Nikanyambwa. Tuko pamoja. Nakatia Minova. Tozali elongo. Nakatia Sake. Tujipamwe. Tina Bunagana. Betokele kitwa. Nakanyabayonga. Tuko pamoja. Na Buchuru. Tozali elongo. Na Ishasha. Tujipamwe. Tina Rindi. Betokele kitwa. Kulala Kibumba. Tuko pamoja. Na Kijanga. Tozali elongo. elongo. Na Misisi. Tujipamwe. Tina Kiwanja. Betokele kitwa. Na Kata Bweremana. Tuko pamoja. Tozali elongo. Pamoja. Tujipamwe. On est ensemble. Betokele kitwa. Tuko pamoja. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Mignoni kiliste mutu azangi mbongo aliaka musuni te soki aza na mbongo ya kokoka te moli lelo okosilisa ngo de loin na minute na lar Dimitri na mpesa loyi bakosalelanga depo ya mbongo na kotinela olar na otu na nzela mpesa ayuna soko osalaka mpesa na yo régulièrement soit allonge na mpesa ekokomplete yo mbongo ozozanga mpo futanga niongo nini soit allonge. Et oui, désormais avec M-Pesa Rallonge, obtenez l'argent qui vous manque pour finaliser votre transaction et rembourser au prochain dépôt M-Pesa. Faites étoile 1122 dièse, option 4 pour vérifier votre limite M-Pesa Rallonge. Utilisez régulièrement M-Pesa pour augmenter votre crédibilité. Avec M-Pesa Rallonge, Okosili Sango. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
Gros bonus, grosse cote, gros gain. Téléchargez l'application 1xBet. Faites un dépôt et vous recevrez un bonus de 200% jusqu'à 340 000 francs congolais. Le plus gros bonus jamais obtenu. 1xBet est un bookmaker fiable. Alors rendez-vous sur 1xBet.com. Inscrivez-vous avec le code promo D771 et recevrez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Dès maintenant. Il y a une chance de gagner. 1xBet vous en donne plus. En tant que parent, il est important d'assurer pour sa famille une alimentation saine et équilibrée. Le lait Cobel est enrichi en vitamines et en minéraux essentiels à la croissance et au développement de vos enfants. Maman, tu connais la Cobel, Lelo? Oui, ma fille. Cobel ne miliki o esengeli pour vous en santé malam. Eza na vita riche na kati. Eza na vitamine A pour na misu na yo. Et pour na monde bien. Bonjour mes chéris. Bonjour papa. Curtis, vitamine C, eza pour na makasi et puis eza combattre contre l'infection. Écoutez bien votre maman. D'accord papa. Ma fille, tu sais que Cobel, ils ont calcium, na vitamine D, pour la mine na misunayu la makasi. Ah bon? Oui, ils ont na vitamine E, naka. D'ailleurs, Koutou, vitamine B9 nango, c'est important pour le développement du cerveau na bino. Oh, nini soussou, vous c'est kanini. Cobel, choix numéro 1 des Congolais depuis 1979. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. On partage de la rente minière parce que les... de leur village ou dans leur communauté. J'ai beaucoup aimé ce mot, partage équitable. Oui. DTE qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Alors, tout ce qui a été dit, monsieur géologiste français, monsieur Oué Naher, tout ce qui a été dit est juste depuis le début. Est-ce que vous savez, Congo, vous qui êtes géologue, in English? Ah, maybe English. Non, je peux répondre en français, c'est bien. Le Congo, c'est un ancien pays traditionnel minier. Depuis 1907 ou 1904, on exploite les secteurs miniers avec l'étain, les diamants, après les cobalt 1925, après les autres minerais. Et de cette tradition, on a trois phases. On a les phases coloniales, les phases parastatales et les phases industrielles, les phases privées depuis 2002. Ça, c'est l'histoire. Et ça dit que c'est déjà... On a les secteurs miniers bien établis dans ce pays. Et les gens, les gouvernements ont des revenus de ce secteur. Et aussi, on a des problèmes avec le secteur, mais aussi on profite du secteur. Les problèmes, c'est ça que les minerais sont les pays dans l'état brut. On a même Kibali, les raffinés sont nord ici au Congo. Ça toujours sort en Afrique du Sud. La grande refinerie ou une autre refinerie, je ne sais pas, mais ce n'est pas raffiné en nord du Congo. Maintenant, l'autre problème, c'est Mayoni. On a l'un des plus grands gisements de lithium qui va être exploité par une société chinoise, une société australienne, on ne sait pas. Mais ils ne font pas un effort de construire les traitements ici pour le lithium. Ils veulent exporter le lithium en état brut. Et ça sont les problèmes que les Congois, on creuse les minerais, mais tout sort en état brut. Même les diamants. Un diamant, des Congo en average, c'est peut-être $60. Mais si c'est taillé ici, ça multiplie les valeurs de une pierre de diamant à $600.
C'est une multiplication énorme, mais on n'a aucune taillerie au Congo de diamants. Toutes sortent en état brut. Ça, c'est un grand problème maintenant. L'autre problème, on parle d'un problème, mais un problème de luxe. Toutes les minerais sont proches de surface. On a les copperbeds, on a l'or, on a les tantales, on a les diamants, tout est en surface. Ce n'est pas en profondeur. Les autres pays, ils ont des gisements profondeur de 2000 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres. Mais ici au Congo, c'est proche de surface. Et dans quelques années, peut-être 20 années, 15, 20 années, on doit aller en profondeur. Les mines, des open pits, des open cast, il va être fini, on doit aller en profondeur. Aussi l'exploration. Même les copperbeds, c'est seulement exploré pour 30-40%. Mais on n'a pas utilisé de nouvelles méthodes d'exploration. On n'a pas maintenant pense d'aller en profondeur, mais on a des nouvelles méthodes. On doit appliquer les nouvelles méthodes pour aller en profondeur, pour garantir qu'on a toujours les minerais d'exploiter. Le lithium, on a maintenant, on parle de ça, mais un autre 1500 pegmatites au Congo. C'est connu. Et les 1500 pegmatites du Congo, ils sont les tantales, ils sont avec les tantales en Ukraine. Ça dit que ce sont les LCP, ce sont les lithium pegmatites qu'on a cherché. Mais on ne fait pas des efforts de faire une exploration ciblée sur les pegmatites. Mais les potentiels, c'est énorme. Le Congo peut être alimenté les lithium de tout le monde qui a besoin de 5 ou 10 années pour les voitures électriques. Et aussi, c'est le même avec le nickel. On a les massifs de Dubaï, on a un peu de nickel là-bas, mais on ne fait pas un effort d'exploration. On a beaucoup de minerais critiques qu'on cherche maintenant pour la transition verte, mais on ne fait pas un effort de sécuriser. On doit inviter les sociétés canadiennes, australiennes, européennes pour aider avec l'exploration. On a les nouvelles méthodes. On a les hyperspectrales analyses qui va vous dire, vous prenez les images de satellite, vous voyez et vous pouvez dire, ah oui, ici on a le lithium, ici on a les cuivres, on a comme ça. C'est possible, c'est pas trop cher, on a la technologie, mais on doit les appliquer. C'est ça un peu l'historique et qu'est-ce qu'on doit faire pour le moderne. L'autre grande chance, c'est les mots CRM. On écoute, depuis une année, on écoute ce mot Critical Raw Material. L'Union européenne a fait un accord avec le Congo, ils ont fait des accords avec 14 pays, avec le Canada, avec le Rwanda, avec tous les autres pays, et le Congo aussi. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour leur chaîne de valeur, ils doivent besoin de minerais pour leur industrie. L'Europe n'a pas de centrales, l'Europe n'a pas de tungstène, n'a pas de plusieurs minerais qu'il y en a ici, il n'a pas. Il doit acheter ça sur le marché et c'est pourquoi il fait cet accord pour garantir que leur chaîne est alimentée. Et ça, c'est un grand défi parce que maintenant, aussi, les militaires américains dépendent sur les minerais stratégiques aussi. Il y a une étude de la USGS, US Geological Survey, que 99% des niobium et des tantales pour alimenter les militaires américains viennent d'Afrique. C'est le même avec les FUSPA et beaucoup de autres minerais. On a 30 minerais qui seulement sont creusés en Afrique, alimenter l'industrie de défense des États-Unis. Pour eux, c'est pas CRM, c'est SRM, Strategic Raw Material. Et ça, on a une chose parce que maintenant, c'est le Congo qui a les minerais. Le Congo peut dicter qu'est-ce qu'on veut en échange pour ce minerai. Monsieur Louena, ce que vous dites fait peur. Fait du bien, mais fait peur aussi. J'écrivais, peut-être que j'étais en train d'écrire pendant que vous parlez, tout est exporté à l'état brut alors que le raffinage ferait gagner plus au pays. Vous avez entredit pas d'effort d'exploitation, pas d'effort d'exploration. Tout à l'heure, M. Binigo disait que le grand défi de la RDC, ce serait la transition énergétique et l'intelligence artificielle. Est-ce que
si rien n'est fait, ou avec qui le Congo doit faire en tant qu'investisseur pour ne pas perdre toutes les opportunités que vous venez de décrire maintenant? Avec quel genre d'investisseurs? Est-ce qu'il y a des investisseurs particuliers qui pourraient nous aider à ne pas être que des extracteurs, mais qui pourraient nous aider à être des développeurs? Une idée, c'est que les Européens ils proposent le matchmaking. Ils proposent le matchmaking entre l'industrie congolaise, les sociétés congolaises, l'État congolais et les sociétés en Europe. En Europe et aussi en Amérique du Nord. Quand ils écoutent le nom Congo, c'est comme tout le monde a peur. On a besoin de faire des matchmaking entre les deux parties. Il y a quelqu'un qui se recueille ici et puis on a une geodatabase, on a fait des géomagnétiques, on a même des bases de parts, on a une base de données qui est là pour vous et donne ça et après ça c'est un peu on doit faire des bons accueils pour cette société. Thank you so much. So I'm going to ask some questions to Mr. Roby. We're talking about MD services as a key factor, mostly in the mining industry. Can you please let us know at this point, how do you exercise your services and why it's so important? What is the mission and the why? All right, thank you. As a collaborator, I will express myself in English since I do that better than the French. First, it starts with reaching out to the partners. Events such as Caribou Invest, the DRC, events such as Mining Endeavor, it's our first strategy to reach potential partners. And when I say potential partners, I mean multinational mining corporations, construction companies. It can be both local and global. And once that is done, obviously, we get into an agreement in which MD services, right? What we basically do is specialize in human resource. And we do contract management, we do payroll, right? So we offer that, we do recruitment, and we offer that to our key potential partners that are in mind in the DRC. And based on the demands in which they ask from us, all right, we supply that service. So it really depends on the demand of the partners and what specific or particularly demand is it that they want from our service. Okay, perfect. And what is most of the biggest challenges that you guys face? Because we're talking about human resources. We're talking about a sector that has a lot of risk. What do you guys do regarding the safety and regarding the training of your resources? Well, it's a collaborative effort in which we do in collaboration with our partners. It requires a lot of due diligence. That's what we focus on mostly, it's due diligence, because we have to be aware of the changing code of labor, right? It's something that we are constantly, monitoring. So that's one of the things that we do at first. Another thing is that we also do have key network in the governments in which we discuss with them, because they are focal points to ask us to know what is it that we expect in the coming, few months or a year regarding the human resource sphere in terms of laws and all of that. So that's how we stay in track, because that's the focus. We have to stay in track of these changes in order to not disrupt the operations. Perfect. In any industry, in order to be successful, you need to think about your future. Where do you see yourself in these services for tomorrow? Well, where do we see ourselves in the future? I cannot say with certainty, but with the pace in which we are currently applying right now, I could say that it's leading towards more achieving our vision, which is becoming the service providers in human resource, offering world-class service. So, and by continuing to do events such as this, and also
applying the same, strategy in other big events such as PEF, which happens in Australia every year, right? That would push us, bring us a step forward into achieving our vision. Wonderful. So it's so exciting, risky at the same time. Do you sleep at night? Sometimes. Thank you so much. Mr. Msakema. Merci à vous. Merci, M. Oué Nafer. Merci, M. Moudogo. Merci, M. Kaebe. Merci, M. Mabolé. Alors, on ne va pas se quitter et laisser le micro à Mme Dorcas sans vous laisser un petit mot de la fin. Le titre, on le rappelle, c'était... Avant les mots de la fin, je crois qu'il y a des personnes qui ont une ou deux questions à poser. Ah, ok, voilà. Voilà. Il y a le micro, il y a deux micros qui circulent dans la salle, vers la gauche ou la droite. Il y a aussi son Excellence l'ambassadeur qui est là. Il y a le DG d'Ivanoé qui est là, qui est encore ici. Et il y a aussi Congo Supply and All Services qui est dans la salle. Et aussi nos invités qui sont là, ces panels. Celui qui a une question à poser peut lever la main. On va, voilà. Ouvrez le micro et dites-nous à qui vous voulez poser la question. Allô? OK. Moi, c'est Dr. Denis Bangala. Donc, la question, je crois que ça va être à M. Ivanoé ou bien Camara. Parce qu'on parlait des traitements ou bien des valeurs ajoutées. Et moi, je comprends bien on fait des concentrés 1, 2 et 3. Et après, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui empêche que ces concentrés 1, 2 et 3 soient transformés localement au Congo? Et c'est une question de main-d'œuvre, d'expertise, ou juste d'une décision politique. L'autre question, je voulais poser au CEO et la question, c'est au sujet du traitement des résidus. Et je crois que ça va s'appliquer aussi à Panoé. Donc, les normes environnementaux. Donc, vous traitez les minéraux et les résidus que vous allez trouver en termes d'eau et solides. Est-ce qu'au Congo aujourd'hui, on a des réglementations ou des régulations pour dire, avant de rejeter ces eaux usées dans la communauté, parce qu'on a vu dans les photos, il y a des communautés qui sont alentour, que nous arrivions à comprendre, à s'assurer que le résidu que vous allez rejeter ne va pas impacter d'une mauvaise façon les riverains. Est-ce que, même s'il n'y a pas de réglementation, au niveau de la compagnie elle-même interne, avez-vous des normes? Parce que vous êtes des compagnies canadiennes. Moi, je suis ingénieur au Canada ici. Donc, partout où nous avons des normes à respecter. Alors, je demande à ces compagnies qui travaillent là, même s'il n'y a pas de régulation au Congo, est-ce que vous vous autodisciplinez pour dire ce que je suis en train de rejeter respecte les normes environnementales? C'est ça les deux questions que j'avais. Merci. Répondez, s'il vous plaît, monsieur. Oui, c'est bon? OK. Je vous remercie des questions, surtout la première, parce que je voulais moi-même réagir par rapport à ce qui a été dit sur le deuxième panel par monsieur Naer, sur le fait que les minéraux sortent à l'état brut. Donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour plusieurs sociétés qui sont actives au Congo. Donc, mon voisin qui vient de partir produit des cathodes de cuivre. Et donc, ce n'est pas des minéraux qui sortent à l'état brut. Et maintenant, pour venir à la question qui vient d'être posée, le projet Kamoa Kakula a été construit et sous-construit en plusieurs phases. Et comme vous l'avez souligné, et c'est exact, les deux premières phases constituées en la construction de concentrateurs. Et donc, pendant ces phases-là, la société s'est limitée à la production de concentrés.
Et ces deux premières phases ont permis de financer, ces deux premières phases plus le troisième concentrateur qui a été achevé au milieu de l'année passée, ces phases-là ont permis les financements supplémentaires dans le projet, y compris le financement de la construction d'une fonderie. Ce financement s'élève à plus de $1 milliard pour la construction de la fonderie. La construction est achevée, elle a été achevée en début d'année. Et la mise en service de cette fonderie aura lieu au courant de cette année-ci. C'est une fonderie qui nous permettra de produire de façon annuelle à peu près 500 000 tonnes d'anodes de cuivre par an. Et les anodes sont pures à 99,7%. Donc, à nouveau, pour souligner que nous ne nous arrêtons pas, nous ne limitons pas au concentré. Nous avons prévu dans la conception de cette fonderie une phase supplémentaire qui nous permettrait d'aller des anodes aux cathodes, qui sont encore plus pures, qui sont à 99,9% pures en cuivre. Mais l'un des défis que j'ai souligné tout à l'heure sur le podium, c'est le défi de l'électricité. Donc, si nous devons ajouter cette phase supplémentaire pour aller jusqu'aux cathodes, ça veut dire qu'il y aura aussi un besoin supplémentaire d'électricité. Et donc, non seulement avons-nous décidé de construire ce projet en phase pour des raisons de financement, pour pouvoir autofinancer les phases ultérieures, mais également pour pouvoir progresser sur les financements au niveau de l'électricité, parce que cela ne servirait à rien de construire des infrastructures si vous ne suivez pas par rapport à la fourniture de l'électricité. Donc voilà, j'espère que cela répond à votre première question. Avant d'arriver à la deuxième question, juste un autre point que je souhaiterais corriger, peut-être qui est un peu moins important, sur le fait que nous allons en RDC pas en souterrain, que nous restons à la surface avec des mines à ciel ouvert. Pour notre groupe, ce n'est pas le cas. Kipushi, qui est la mine la plus profonde en RDC, le minerai est exploité à peu près 1500 mètres de profondeur. Même si cette mine, à l'époque, avait commencé en tant que mine à ciel ouvert de cuivre. Kamoa est également une mine souterraine. Nous avons d'ailleurs plusieurs mines, parce que le projet Kamoa est constitué de plusieurs mines, mais toutes des mines souterraines. Nous n'avons aujourd'hui aucune mine à ciel ouvert au niveau de Kamoa, même si la profondeur de ces mines est aujourd'hui plus limitée. Je pense qu'on est plus ou moins entre 400 et 500 mètres de profondeur à ce stade. Donc, c'est juste un élément que je souhaitais quand même corriger. Et aussi, dans ce qu'on fait dans l'exploration, nous sommes aussi en train de viser des gisements qui sont à des profondeurs assez importantes. Mais, et puis je m'arrête sur ce point-là, bien évidemment, il y a un enjeu économique, un enjeu financier, parce que le plus qu'on est en profondeur, le plus que cela est budgétivore par rapport à la construction des infrastructures d'extraction. Maintenant, pour terminer sur la question de traitement des résidus, donc nous avons, et à nouveau je prends le cas de Kamoa, une partie des résidus qui sortent du processus de traitement concentré est utilisé pour ensuite entrer en souterrain pour solidifier les infrastructures qui ont été excavées. Première chose. Mais deuxième chose, par rapport au traitement de ces résidus et au traitement de l'eau, effectivement, il y a une législation congolaise qui est applicable, mais nous allons au-delà de ce qui est exigé par la législation congolaise, par rapport à un certain ADN que nous avons par rapport à la citoyenneté de la société. Mais en plus de cela, nous avons des financements externes pour le projet Kamoa, qui nous oblige de suivre les standards SFI, qui sont considérés comme les standards les plus exigeants, je pense, au monde en matière de respect de l'environnement, respect aussi des communautés. Donc, c'est ESG, donc c'est pas uniquement l'environnement, mais le social également. Et donc, dans le contexte de ces financements, nous sommes aussi régulièrement audités pour que les bailleurs de fonds puissent s'assurer que nous respectons ces normes en matière d'environnement et en matière de développement sustainable de la mer. Donc, à nouveau, j'espère que cela répond à votre question. Est-ce que on a une dernière question à prendre parce qu'on doit respecter l'heure. On est déjà en dépassement de 8 minutes. Alors, on va prendre M. Mabolia. Mabolia le jeune. Dites-nous à qui vous voulez poser la question. Ne vous en faites pas, à la sortie, vous pouvez rattraper un des intervenants pour lui poser la question. Merci Madame Dorcas. Moi c'est Ongone Mabolia de Chantier d'Afrique du Canada.
basé à Montréal, un OBNL de développement économique. Donc cette question, en fait, c'est un peu tous les panélistes. Voyant que nous sommes au Canada, comment la diaspora peut contribuer dans l'essor du secteur minier? Est-ce qu'il y a des pensées, des stratégies qui sont élaborées pour mobiliser le capital que la diaspora a disponible ici au Canada et le transférer dans des projets structurants en RDC? Merci. La question est posée à qui? À la diaspora, pardon. Aux panélistes qui sont sur le terrain. Qui prend la main? Sur le terrain. Qui prend la main? Monsieur Mabolia, vous pouvez répondre à votre jeune frère. Mabolia doit répondre à notre jeune frère, on va gérer ça. Mais je ne sais pas. Je suis un ancien du Canada, donc j'ai eu une belle expérience en termes d'études. Je suis rentré au Congo et je travaille. Et donc, ce que je dis, c'est que l'intelligence, elle est là au Canada. Mais déjà, il faut arriver à vous structurer à travers des organismes qui peuvent être nos correspondants. Nous sommes ouverts. Au Congo, on ne voit pas tout, mais avec vos intelligences, tout ce qui est devant vous, il n'y a pas de problème, on peut s'organiser. L'union fait la force. Un carré minier, c'est 5 000 $. Si vous vous réunissez à travers des fonds, c'est une façon, s'il vous plaît, de réunir les fonds. J'ai parlé ce matin avec des jeunes Canadiens, Congolais, qui sont d'ailleurs dans la salle, et je leur disais qu'il y a moyen de le faire si vous constituez, comme on dit en Kikongo, Tsinsani, une tontine, si vous avez beaucoup d'argent, c'est comme un fonds d'investissement que vous créez ici avec toutes les possibilités que vous avez, et puis vous pouvez vous lancer dans l'acquisition d'un carré minier et de faire toute l'expérience que font les grandes compagnies. Donc, je crois que la balle est dans votre camp. Nous sommes assez ouverts, nous sommes assez dispo. Vous n'avez pas les mêmes contraintes que nous avons. Il y a quelquefois des coups de fusil à côté, mais vous êtes loin de ça. Et donc, vous avez le temps de vous organiser parce que ça peut. En fait, oui, voilà, M. Maboli a dit qu'il faut s'organiser, mais j'aimerais quand même qu'on respecte l'équilibre écosystème de la salle. Nous allons passer une question rapidement en anglais. Et, can you ask a question, please? Yes. I welcome, I'm indigenous from Canada, and I welcome all the participants of this convention to our land. I am from the Okanagan Nation in British Columbia, and I am looking to partner and lead an Indigenous-led opportunity in this country. Would your company be welcoming to a partnership with an Indigenous-led opportunity? Qui prend la réponse? Je pense. Yeah, can you come again? Can you come? Je crois qu'il... Yes. Il parle de lui, il cherche des partenaires, je crois. C'est ce que j'ai pu comprendre. Yes, as Canada develops into an internationally led organization, as an indigenous under a colonial system, would your company be willing to partner with indigenous-led opportunities in Canada? OK, il est de la communauté indigène ici au Canada. Alors, il pose la question de savoir est-ce que les investisseurs ici présents peuvent-ils accepter de travailler en partenariat avec eux? Ivanoué. Ça serait bien. Camille. Écoutez, l'exploitation en RDC a deux caractéristiques principales. Nous avons une exploration okay, I'll do in English so you can translate. In DRC, in Democratic Republic of Congo, we have two sides of the exploitations. We have the industrial exploitation and then what we call the artisanal exploitation. Artisanal exploitation could go a little bit through this indigenous, but to us, the indigenous is the people who owns the sand and the title. It's the community. I believe he talked about the 0.3% of the money that has to be given back to the community. So to us in DRC, you can have a cooperative of indigenous people in area where they live,
they create a cooperative, and then they exploit it. So this is the way. We have a lot of artisanal exploitation in DRC, which is usually Congolese people cannot have a lot of money, don't have a lot of money, organize themselves, and they go through the process to acquire what we call a small PPM, small permit that is there and is exploited. So we are quite very open because we have a large population of people who need that kind of situation, so they could exploit the minerals. Ivanoé, vous pouvez répondre aussi? Yes, so it'll be a very short response. We have quite a diverse shareholder base. We are listed on the Toronto Stock Exchange, and so I'm not sure how your indigenous organization would be organized and which type of capital you are looking at. But in terms of shareholding within Ivanhoe, as I said, we have a diverse shareholder base. We're listed on the TSX in Canada, and therefore we are open and welcoming to investors of all nations and origins. Excuse me, sir. At the end of the meeting, donc, I will connect you to Mr. Robbie, who is the representative of MD Services. So MD Services can help you for that special matter. Okay, thank you very much. Nous sommes arrivés à la fin de notre conférence Caribou Invest in DRC. Qu'est-ce que nous pouvons dire en résumé? En résumé de deux panels. Le premier panel était basé sur l'opportunité et investissement en RDC. Le représentant de Barrick, M. Marc Bussereau, a déclaré que le Congo est une terre d'opportunités avec de nombreuses ressources. Il est possible de créer des partenariats locaux sans forcément aller aux États-Unis ou au Canada. L'investissement dans les infrastructures est essentiel pour soutenir la croissance, comme ils le font. Le DG d'Ivanoé déclare que Ivanoé poursuit des investissements majeurs en RDC, mais il y a nécessité de connaître le contexte local et des défis réglementaires qui est essentiel. Et il déclare de nouveau que l'industrie minière est en pleine transition énergétique avec l'intégration de l'EIA. La législation minière doit être mieux comprise et adaptée aux enjeux modernes. Quant à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, les démarches sont en cours pour renforcer les accords bilatéraux stratégiques. Il est crucial d'analyser et améliorer les accords existants pour maximiser les investissements réciproques. Le code minier doit rester attractif pour encourager les investisseurs et mieux encadrer les cadres légaux pour garantir un climat d'affaires stable. Le représentant des Congo Supply Service, il déclare que le leadership entrepreneurial congolais est un modèle en plein essor. L'accès au financement reste un défi majeur pour les... Investir dans les mines en RDC, minéraux stratégiques, développement durable, enjeux, défis et opportunités. En direct de la grande conférence minière PIDAC, lundi 3 mars de 19h à 21h. Déjeuner d'affaires, Caribou Invest in DRC. En direct sur Top Congo avec la société MD Service du DG Didi Moudogo. Avec Ivanoé Mines, avec la RSP, avec le CAMI, avec la CSS, avec la mairesse de Toronto, sous le haut patronage de l'ambassadeur de la RDC au Canada. Lundi 3 mars de 19h à 21h, on parle mine, en direct sur votre radio.